Bonjour à toutes les auditrices et tous les auditeurs de Civis Pacem, l'émission de l'Union pacifiste de France sur Radio Libertaire. Vous êtes aujourd'hui avec Bernard et je vais vous parler de pacifisme, bien sûr, puisque nous sommes dans l'émission de l'Union pacifiste, mais aussi d'écologie. Alors, je suis bien sûr membre de l'Union pacifiste, mais je suis aussi membre de Greenpeace France et j'ai pu ainsi participer au Summercamp, enfin rassemblement de l'été, si vous voulez, en français, de Greenpeace, qui a eu lieu au début du mois de juillet 2017 à Dolusse, une commune de l'île d'Oléron. Alors là, bien sûr, je passe sur les 3 jours de pluie, mais il y a eu surtout 3 jours d'intense activité avec plusieurs centaines de militantes et de militants, des personnes plutôt jeunes, qui avaient planté leur tente dans un grand terrain, un beau terrain d'ailleurs un peu boueux, mais enfin bon, ils ont quand même participé avec enthousiasme aux différents parcours sportifs, terrestres, maritimes, et ils ont aussi beaucoup participé aux ateliers et aux débats qui se tenaient sous un grand chapiteau. La musique et la chanson étaient bien sûr aussi de la fête, et puis ceci permettait surtout des échanges et de faire des connaissances autour d'une grande table au moment des repas végétariens. Donc l'ambiance était tout à fait décontractée, fraternelle, et la pluie et le froid n'ont pas découragé les militants qui sont, comme vous le savez, ces militantes et ces militants de Greenpeace rompus à beaucoup d'actions courageuses. Le samedi après-midi, nous avons eu un grand rassemblement avec le représentant de Greenpeace Grèce, celui qui a organisé à l'île de Lesbos en janvier 2016 l'aide aux migrants avec le Médecins du Monde, c'est-à-dire qu'ils ont mis leur bateau à disposition pour sauver les personnes qui se noyaient ou qui risquaient de se noyer en arrivant sur l'île de Lesbos. Opération très courageuse et qui aujourd'hui d'ailleurs se reproduit non pas avec Greenpeace mais avec SOS Méditerranée et d'autres ONG sur la Méditerranée. J'avais proposé un atelier qui a été accepté et que j'ai pu animer et qui avait pour titre « Pacifisme et écologie ». Alors, dans cet atelier, j'ai souhaité surtout traiter le sujet suivant, c'est-à-dire peut-on être écologiste sans être pacifiste, ou si on le prend inversement, peut-on être pacifiste sans être écologiste? Alors, le pacifisme est actuellement un sujet qui revient beaucoup à Greenpeace France et j'en suis fort content parce que si vous vous souvenez, nous avons déjà fait une émission avec Jean-François Julliard, directeur de Greenpeace, pour une émission de Civis Pacem du 20 janvier 2017. D'ailleurs, vous pouvez réécouter cette émission sur le site de l'Union pacifiste. Nous avons d'ailleurs repris ensuite un entretien, une partie, disons, de cet entretien dans le journal de l'Union pacifiste de mars 2017. Et c'était d'ailleurs annoncé avec en couverture sous le titre, qui est un titre de Greenpeace, « La paix est notre meilleure défense ». La paix est notre meilleure défense. À l'Union pacifiste, nous sommes attentifs et nous encourageons toutes les associations qui défendent nos idées, même si elles ne sont peut-être pas aussi radicales que les nôtres. J'ai donc, depuis plusieurs années, encouragé Greenpeace France à s'engager davantage dans des actions pacifistes. Et j'ai été d'ailleurs très content d'entendre l'actuel président de Greenpeace France, qui s'appelle Sylvain Brezard, déclarer à l'île d'Oléron, dans le cadre de son rapport moral de l'année 2016, sous le titre « Nos orientations à 10 ans, notre projection à 3 ans », le texte suivant que je vais vous lire. Au début des années 1970, Greenpeace a vu le jour au sein d'un mouvement d'opposition à la course à l'armement nucléaire. Elle considérait que l'usage d'armes nucléaires était l'acte le plus ignoble et destructeur de notre planète et des êtres humains y vivants. Le très important travail réalisé par l'ensemble des bureaux de Greenpeace et piloté par Greenpeace International pour définir des orientations et une stratégie pour les 10 prochaines années me semble au final très proche des actes fondateurs de ce mouvement d'opposition.
comme protéger notre planète pour favoriser la paix sur Terre, Greenpeace comme être conscient que le danger de guerre est d'autant plus présent que les problèmes environnementaux s'accentuent, que leurs impacts sur les populations seront de plus en plus importants. Nous pouvons considérer que ce travail visionnaire est central. Les deux axes, changement climatique et érosion de la biodiversité, sont ciblés notamment pour les impacts irréversibles sur notre planète et leurs conséquences sur la vie de tous. Le troisième axe est celui de la paix, orienté sur l'absence de conflit et le désarmement, mais aussi sur la sécurité humaine et l'accès pour tous aux besoins vitaux, la nourriture, l'eau, la santé et aux moyens de vivre tout simplement. La Terre a des ressources limitées, il est fondamental que nous puissions tous les partager. Alors, bien sûr qu'après avoir entendu cette prise de position de Sylvain Brezard, président de Greenpeace France, j'ai eu envie d'interroger un peu les membres de Greenpeace France présents à ce Summer Camp pour connaître un peu leur avis. Moi je m'appelle Simon, je suis à Greenpeace depuis 7 ans. Je travaille à la collecte de fonds, je suis bénévole dans un groupe local et activiste. Et lequel de groupe local ? Clermont-Ferrand. Donc le président de Greenpeace, le directeur de Greenpeace annonce un plan sur 3 ans où ils vont remettre des actions peut-être pour le désarmement, pour le pacifisme, etc. Comment tu perçois ça toi en tant qu'activiste ? Moi je perçois ça de manière en fait très positive, puisque c'est quelque chose que j'attendais depuis longtemps. Tout simplement parce que Greenpeace est venu justement du désarmement nucléaire et puis on prône la paix dans le monde, donc à un moment donné ça me semble normal, notamment dans un pays comme la France qui est quand même le 3e marchand d'armes au monde, qu'on remette ça sur la table. Et puis c'est vrai que c'est un peu angoissant aussi de voir que des armes circulent aussi facilement et qu'on est encore la bombe, quoi. Enfin un peu qui traîne un peu partout dans le monde. Moi ça me semble logique et pour moi c'est un vrai retour à l'ADN de Greenpeace. Quel âge tu as, si c'est pas indiscret de te demander ton âge ? 31 ans. Alors tu es tout jeune, donc est-ce que tu te sens menacé actuellement par la violence dans le monde ou est-ce que tu as l'impression que ça ne te concerne pas ? D'une part, je me sens concerné en tant que citoyen, en tant que personne qui paie des impôts à un État. Après, inquiet, oui, mais sans me taper la tête contre les murs non plus, ça sert à rien de se rendre malade. De toute façon, moi tout seul, à mon échelle, je pourrais rien faire. Néanmoins, inquiet, oui, de voir que des pays comme la Corée du Nord ou les États-Unis sont gérés par des personnes qui clairement ont à mon sens des problèmes mentaux et des problèmes aussi sur la question de la non-violence et du vivre en collectivité sur l'espace restreint qu'est notre planète. Et alors, qu'est-ce que tu penses que pourrait faire Greenpeace justement, disons pour le désarmement par exemple, dans un pays aussi militarisé que la France, comme tu l'as décrit, effectivement, qui vend de l'arme lourde, pas que des armes légères, mais de l'arme très lourde. Qu'est-ce que peut faire Greenpeace ? À mon sens déjà, axer les campagnes notamment sur la question des ressources et expliquer le lien entre, par exemple, la guerre au Mali. On sait très bien qu'Hollande l'a pas fait pour les beaux yeux des Maliens, puisque le gouvernement Hollande préférait les Maliens en centre de rétention plutôt qu'en liberté, mais on sait très bien que c'était notamment pour les questions de ressources. À l'heure actuelle, la majeure partie des conflits sont liés aux ressources. Donc déjà, si on commence à régler les problèmes de l'accès aux ressources, notamment aussi par le biais de notre transition énergétique en Europe, qu'on arrête de piller des pays pour l'uranium, pour du fer ou autre, déjà ça réglera une partie du problème. Deuxièmement, je pense que ce que pourrait faire Greenpeace, si vraiment on a une campagne sur le désarmement qui serait enclenche,
et c'est de s'attaquer à des boîtes comme Dassault et dire attendez les gars, vous êtes sympas, mais à un moment donné là vous êtes en train de fabriquer des outils de mort. Et voilà, enfin c'est des entreprises qui se disent humanistes et qui veulent le bien-être commun, Mais Airbus, Dassault, Lagardère, c'est pas des petits clients, ça? oui, mais ceci dit, EDF et Monsanto non plus, et Nestlé non plus, et voilà, et de toute façon, si on n'essaie pas, on ne saura pas, et voilà, enfin, même si on se rate, au moins on aura essayé, quoi. Et je pense que c'est là où aussi la convergence interassociative est à mon sens très importante. C'est qu'on a tous des choses à s'apporter en termes de techniques de communication, en expertise. Et c'est pour ça aussi que je pense que par exemple sur ces questions-là on pourrait très bien bosser main dans la main avec ANV. Dans le sens où ANV regroupe des militants de plein d'ONG différentes qui ont chacun... précise ENV pour ANV COP21 qui avait été fondée pour la COP21 et qui signifie Action non violente COP21 et qui en fait regroupe des gens de plein d'ONG différentes mais sans étiquette. Voilà, c'est un regroupement citoyen de militants. Et je vois par exemple, nous à Clermont-Ferrand, notre branche d'ANV COP21 regroupe des gens de Greenpeace, d'Amnesty International, de la Ligue des droits de l'homme, de la CIMAD, d'Attaque, des Amis de la Terre. Et du coup, ça enrichit aussi les modes d'action. Ça permet, par exemple, de prendre du recul, de se dire voilà, vous fonctionnez de telle manière. Ça, c'est attesté parce que nous, on n'y avait pas pensé. Enfin, et sans ça, je pense que un outil comme ANV à l'heure actuelle serait vraiment essentiel sur une campagne de désarmement. Voilà. Alors tu as parlé de Hollande qui effectivement a placé une base militaire au Mali pour surveiller tout le Sahel. Justement, et je suis tout à fait d'accord avec toi, c'est-à-dire qu'il n'était pas là pour protéger les Maliens, mais Macron a fait sa première visite à l'extérieur aux soldats qui étaient au Mali, et aujourd'hui même, il est au Mali. Aujourd'hui, donc je précise, on est le 2 juillet 2017. Il est encore à Bamako. Alors est-ce qu'il va poursuivre? Est-ce que tu crains qu'il poursuive cette même politique? Très honnêtement, je crains plus rien et j'attends strictement rien de Macron, comme j'attends absolument rien de son gouvernement. Il y a qu'à voir déjà au-delà des casseroles qui en moins de 2 mois sont arrivées, d'où viennent ses ministres et surtout son Premier ministre, notamment des lobbies. Areva. Voilà, le bis pour Areva. J'attends strictement rien de ce gouvernement. Pour moi, là, on a plus d'État, on a juste des gestionnaires qui sont là pour faire du blé sur le dos de la population. I love our home under the moon. I love you, darling, and I'll see you soon. But let me drive again on the roads to nowhere. I'll be back again, but it's true I don't win. Darling, what I'm looking for lies right behind your door. But man was made to roam,
stars just seem brighter a little further down the road. You said, honey, I see no reason for a man to leave the ones he loves. But I've got a mission I've got to achieve. It's out there somewhere, so I've got to leave. For me, it's back on the road to nowhere. I love a big blue sky, and I need you, babe. I'm gonna miss our child, and I'd love to stay, but let me drive again on the roads to nowhere. I'll be back again, but it's true, I don't know when. But it's true, I don't know when. But it's true, I don't know when. Vous êtes à l'écoute de Civis Pacem, l'émission de l'Union pacifiste de France sur Radio Libertaire, et nous sommes aujourd'hui avec des militants de Greenpeace France au Summer Camp de l'île d'Oléron qui s'est tenu en juillet 2017, et nous continuons à parler d'écologie bien sûr, mais aussi de pacifisme. La chanson que vous venez d'entendre fait partie de l'album Moonshine Session, composé par Philippe Cohen-Solal à Nashville. Cet album a été offert aux militants de Greenpeace. D'ailleurs, je vais vous lire la dédicace de Philippe Solal. Il écrit « Avec ces Moonshine Sessions, j'avais envie de me mettre au vert. Je suis donc allé enregistrer mes chansons dans la verte campagne du Tennessee, en plein pays du billet vert. La nature y est belle et elle sent bon. Il y a au minimum 2 Amériques. Celle que j'ai rencontrée à Nashville est pleine de gens intelligents, curieux, amicaux et de bonne volonté. L'autre Amérique, on la retrouvera peut-être un jour devant le tribunal international quand ses dirigeants actuels comparaîtront pour crimes écologiques contre l'humanité. En attendant, aidez Greenpeace car Greenpeace nous aide. Merci pour eux, merci pour nous tous. » Et cette dédicace a été faite en septembre 2007. Alors on peut dire qu'aujourd'hui, elle est encore d'actualité. Vous entendrez d'ailleurs d'autres chansons de cet album au cours de notre émission. Et nous revenons maintenant à Doluth, donc dans l'île d'Oléron, pour entendre d'autres militants de Greenpeace à qui j'ai posé quelques questions justement sur le pacifisme. Alors je suis Vanessa et en fait je suis activiste. Alors, activiste, ça consiste en quoi, Greenpeace? Disons, parce que pour les auditeurs de Civis Pacem, qui sont des pacifistes, bien sûr, ils ne savent pas exactement comment fonctionne Greenpeace. Alors, activiste, ça veut dire quoi? Activiste, c'est ceux que vous voyez accrochés sur les portails des centrales nucléaires, entre autres. Par exemple. Voilà. Alors, en ce qui concerne notre président, je ne sais pas si tu étais à l'Assemblée statutaire hier. Pas entièrement, parce que j'étais aussi en cuisine. Ah voilà. Alors il a annoncé que maintenant, puisque c'était l'origine de Greenpeace était justement contre le nucléaire militaire, on allait reparler dans le plan à 10 ans et même dans le plan à 3 ans pour la France, justement, on allait reparler du désarmement. Est-ce que c'est une bonne chose pour toi? Je pense que c'est essentiel, parce qu'effectivement c'était un des premiers combats quand même, malgré tout, de Greenpeace, et de toute façon c'est contenu dans le nom. Donc après, effectivement, on ne peut pas s'occuper de tout, il y a des choses qui ont été priorisées à certains moments. Et le retour de ce type de campagne, de ce type de lutte, à mon avis, est très très important, surtout dans le monde actuel en fait, qui est quand même un monde assez... alors, violent militairement, ça c'est clair, mais de plein de types de violences. Et donc il faut bien s'occuper au moins d'une qui soit très visible, pour après s'occuper du reste, à mon avis. Mais tu as l'impression qu'on va vers de la violence beaucoup plus actuellement dans le monde? Oui, après c'est pas forcément des violences telles qu'on se l'imagine avec des guerres déclarées, avec des soldats dans les tranchées comme dans la Première Guerre mondiale ou même des affrontements de Seconde Guerre mondiale. Mais je pense qu'on a une violence vraiment interne à la société en fait, une violence contre l'humain, contre ce que peut être un être humain.
dans son ensemble. Je ne sais pas si je suis très claire dans ce que je dis. Voilà. Oui, est-ce que tu vois, quel lien tu vois entre l'écologie et le pacifisme? Je pense que l'un ne peut pas aller sans l'autre. L'écologie, c'est aussi un respect de la nature, mais donc un respect de l'homme. Et le respect de l'homme et de la personne et de l'autre ou de soi, ça passe par forcément le pacifisme. La violence n'est pas un respect du tout. Donc, pour se respecter soi et donc l'environnement et tout ce qui l'entoure, il faut lutter contre la violence en général, sous toutes ses formes. Comment tu définirais le pacifisme? Est-ce que tu irais jusqu'à l'antimilitarisme? Ah, ça, c'est une grande question. Dans l'idéal, j'irais jusqu'à l'antimilitarisme. Dans le concret, dans les discussions, etc., arriver à ça, je pense que c'est quelque chose de très complexe, c'est très compliqué. Donc, en gros, j'aimerais arriver jusqu'à l'antimilitarisme, mais j'ai peur que ce soit pas pour demain. Il faut une préparation mentale aussi des gens, enfin, faut vraiment une transformation en profondeur des gens. De moi aussi, hein, parce que je suis loin d'être parfaite. Mais je pense que c'est vraiment un changement en profondeur de toute la société. Et ça peut pas s'acquérir du jour au lendemain. Donc, antimilitariste, oui. Demain, je crois pas. Alors, j'ai fait un film sur René Dumont qui, lui, avait connu la Deuxième Guerre mondiale. Il y en a d'autres qui ont connu la Première Guerre mondiale. Et en général, ces gens-là étaient écologistes et antimilitaristes. C'est-à-dire qu'ils pensaient que le pacifisme ne pouvait passer que par l'antimilitarisme. Et y compris un écrivain comme Bernard Clavel dit carrément si on ne peut pas être pacifiste si on n'est pas antimilitariste. Nous, à l'Union pacifiste, on est effectivement des pacifistes radicaux, c'est-à-dire qu'on est même pour la suppression des armées et de toutes les armées. Bon, ça semble hors de portée pour des gens de Greenpeace. Non, hors de portée. C'est en fait un peu ce que je disais, c'est que dans l'absolu, je pense que... après, c'est mon avis, je ne peux pas m'engager pour Greenpeace non plus. Non. J'engage mon avis à moi. Et oui, je pense que ça passe par l'antimilitarisme, mais je pense que c'est un but très 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 loin et que pour l'instant, on ne peut que employer des moyens non violents pour pouvoir lutter contre la violence. Mais on se retrouve, oui, c'est un peu contradictoire ce que je peux dire, mais je pense que forcément, c'est l'antimilitarisme qui permet ça. Et en même temps, c'est compliqué de mettre ça en place sur le monde, en fait. Alors, ça te semble compliqué parce que tu es en France, dans un pays très militarisé. C'était moins compliqué dans certains pays qui n'ont pas d'armée. Bien sûr, qui n'ont plus d'armée, comme l'Islande, le Costa Rica, l'île Maurice, des petits pays. En Suisse, il y a eu un référendum sur une Suisse sans armée. Bon, ils ont perdu, bien sûr, mais enfin, pas de peu. Tu as l'impression qu'en France, c'est inatteignable. C'est pas forcément en France, en fait. C'est vrai que ça doit être un mouvement mondial, à mon avis. Et je suis pas sûre que le monde soit prêt à ça. Quand on voit encore tous les conflits qui éclatent, les conflits armés, donc qui éclatent partout, c'est compliqué de convaincre une population qu'il faut quitter les armes parce qu'ils ont peur des autres. En fait, on en est toujours, je pense, dans l'inconscient des gens, on en est toujours à il faut que je sois armé pour me défendre. Comme aux États-Unis, on le voit très bien avec cette prolifération d'armes individuelles où les gens se trimballent armés. Donc ça serait chouette quand même si ça arrivait en France. J'adorerais. Ça me ferait vraiment plaisir. Là, c'est bon. Là, c'est bon, j'aime bien t'entendre. Bon, par contre, on a parlé de l'état d'urgence actuellement. Voilà. Alors, l'état d'urgence, qui est une militarisation un peu de la société, une surveillance de la société et surveillance aussi des gens qui essaient de faire bouger les choses. Est-ce que tu penses que cet état d'urgence peut empêcher des gens de Greenpeace d'agir? Je pense qu'ils vont essayer de l'utiliser, ça c'est sûr. Mais pas que Greenpeace d'ailleurs. Mais cet état d'urgence, c'est complètement... D'abord, je pense que c'est anticonstitutionnel, que c'est anti-humain, que c'est vraiment un abus de pouvoir et que c'est une manière d'arriver à un certain autoritarisme en fait. Une manière sournoise en utilisant la peur des gens. Et oui, je pense que ça peut nous empêcher d'agir sur certains trucs, mais il ne faut pas rêver, on trouvera d'autres moyens.
On est beaucoup plus imaginatif peut-être. Et créatif. Bon. Voilà. There's no point in asking, you get no reply. But just remember, don't decide. I got no reasons, it's all too much. You'll always find us out to lunch. Oh, we're so pretty, oh, so pretty. Vacant, oh, we're so pretty, oh, so pretty. Oh, vacant. Ask us to attend, 'cause we're not all there. Don't pretend, 'cause I don't care. I don't believe illusions, 'cause too much is real. So stop your cheap comments, 'cause we know what we feel. Oh, we're so pretty, oh, so pretty. We're vacant, oh, we're so pretty, oh, so pretty. We're vacant, oh, we're so pretty, oh, so pretty. And we don't care. Pretty, we're pretty vacant. We're pretty, pretty vacant. We're pretty, pretty vacant. We're pretty. And we don't care. Vous êtes toujours à l'écoute de l'émission Civis Pacem, l'émission de l'Union pacifiste de France sur Radio Libertaire, et vous venez d'entendre une chanson extraite de l'album Moonshine Session, dédié par Philippe Solal à Greenpeace. Alors nous allons poursuivre la diffusion des enregistrements faits auprès des membres de Greenpeace France, toujours sur le thème pacifisme et écologie. Ces enregistrements ont été faits au Summer Camp de Greenpeace France, qui s'est tenu, je le rappelle, au mois de juillet 2017 à l'île d'Oléron. Alors c'est Myrène, et à Greenpeace j'ai été 2 ans référente agriculture, j'ai été coordinatrice de la présentation publique pour Greenpeace Paris, et voilà, donc je suis au GL de Paris. Eh ben moi je m'appelle Philippe, j'étais avant au groupe local de Paris et je n'y suis plus depuis 6 ans parce que j'habite maintenant en Ariège, donc au fin fond de l'Ariège, au bout du monde, dans une vallée, et voilà. Et donc je n'appartiens plus à aucun groupe local parce que c'est trop loin de chez moi. Et voilà. Quand j'étais à Paris, par contre, j'étais plutôt impliqué sur la campagne nucléaire, énergie, climat. Alors, première question, justement, le président, hier, dans une assemblée statutaire, a annoncé que on allait reprendre les campagnes désarmement, qu'on allait plus s'intéresser au pacifisme que ce que ça se faisait précédemment. Alors, est-ce que c'est une bonne chose ? Alors moi je pense que oui, là je suis 100% ok avec ça, parce que c'est le peace de Greenpeace. Et puis on vit quand même dans un monde où il y a beaucoup de guerres, et que je pense que les problèmes environnementaux ou les problèmes de déplacement de population sont directement liés à ça. Et dans un sens ou dans l'autre d'ailleurs, parce que parfois c'est pour, quand on va par exemple en Afrique
pour faire de la surpêche, on met la population dans un tel désarroi qu'on les pousse quelque part à devenir par exemple pirates ou je sais pas quoi, tu vois. Donc je pense que tout est lié et que c'est aussi pour ça que je suis chez GP, c'est parce que moi je voudrais qu'on défende plus la paix, quoi. Enfin, on défend la paix déjà à travers toutes nos campagnes, mais qu'on en parle plus, ouais. Et est-ce que tu as l'impression aussi que les guerres provoquent des catastrophes écologiques? Oh oui, oui. Alors un exemple, par exemple avec les forêts, hein. Quand on s'entretue et puis qu'on dévaste tout, qu'on coupe ce qui reste parce qu'il n'y a plus rien, une fois que la guerre est terminée, il faut regarder les paysages, l'environnement dans quel état il est aussi, quoi. C'est des catastrophes, ouais, c'est des catastrophes. Et puis par exemple, je sais pas, Hiroshima, Oui. tu vois, les guerres laissent toujours et les gens et l'environnement. Et pour des dizaines d'années. Et pour des dizaines d'années, ouais. Il faut Et tout pour des siècles. reconstruire. Ouais, et moi je dirais aussi, il y a aussi un problème énorme, c'est l'énergie, quoi. Le pétrole, ça fait des catastrophes terribles, quoi. On a vu ce qu'a été capable de faire George Bush en Irak, et puis on le voit maintenant avec la Syrie, avec la Libye. Ce sont des véritables déserts. Maintenant, toutes les villes sont rasées, toutes les populations sont pour la plupart anéanties ou sur les routes, ou maintenant sont sur les bateaux. Ce sont des réfugiés dont personne, c'est pas que personne ne veut s'occuper, mais personne ne veut prendre n'a la conscience de pouvoir s'occuper de ces gens-là. Et ça, c'est vraiment terrible, quoi. Et alors, quelle justement relation tu vois entre les problèmes écologiques, les problèmes de la guerre et en même temps les réfugiés? Quels sont les liens? Est-ce qu'il y a, par exemple, des réfugiés qui fuient la guerre et en même temps les sécheresses et puis tout ce qui est provoqué par les guerres? Il y a actuellement, par rapport au problème climatique, c'est le réchauffement climatique, hein, on sait que ça provoque la montée des eaux. Donc la montée des eaux, c'est les populations qui sont obligées de quitter leur domicile, leur village, leur ville. Et ces gens-là, ils sont sur les rues, ils sont sur les chemins, et voilà, quoi. Donc ce sont ces gens-là qu'il faut s'occuper en priorité, quoi. Parce que ce sont des familles, il y a des enfants, des femmes, des vieillards. Et bon, c'est vraiment un problème énorme. Et je crois qu'en ce moment, on ne le prend pas trop en compte encore. Et à mon avis, surtout en France, ouais. Ah oui, nous on voudrait. Je ne sais pas combien on a accueilli de réfugiés, hein, peut-être le chiffre, c'est dérisoire. 40 000 peut-être, et encore. Oui, à peu près. Ouais, 40 000. Mais c'est une goutte d'eau, quoi, par rapport à ce que cela va représenter dans les années à venir, quoi, hein. Et alors, justement, aussi, puisqu'on parle des réfugiés, Greenpeace a déjà agi pour aider les réfugiés. Alors, donc, on a entendu hier Nikos qui nous parlait de Lesbos. Est-ce que c'est un type d'action, c'est-à-dire secours aux victimes, que pourrait y faire Greenpeace? Là, en l'occurrence, c'était pour prêter nos bateaux et notre savoir-faire en termes de Zodiac, de boat driver, etc. Et puis sur le plan humain, sur le plan de la paix, justement, pour en revenir à ça, oui, je pense que c'est bien qu'on participe à ce genre de choses, et ce qu'on pourrait y faire, je viens de le dire, hein, c'est prêter vraiment notre matériel et être sur place avec eux, quoi, pour... Tu serais prêt à t'engager là-dedans, c'est-à-dire à dire je suis d'accord pour que on participe davantage pour le sauvetage, par exemple, en Méditerranée? Ouais. Nous, en tant qu'activistes? En tant qu'activiste ou membre de Greenpeace, si on ne peut pas y aller directement en tant qu'activiste. Ah oui, moi je serais partie prenante aussi, hein, franchement, si j'avais cette opportunité, je ne sais pas si on va nous le proposer, ou si ça va se développer, si ça va prendre de l'ampleur, mais oui, moi j'aimerais beaucoup, quoi, franchement.
Alors il y a un bateau Avec- qui s'appelle l'Aquarius, qui est donc SOS Méditerranée, une association qui a été créée par un marin allemand, enfin un marin capitaine de navire allemand, qui maintenant justement a sauvé plusieurs milliers de personnes, mais qui se demande chaque jour s'il va pouvoir continuer, d'abord financièrement, et ensuite si on va le laisser faire, puisque de plus en plus on ferme les frontières de l'Europe. Alors comment on peut faire pour lutter contre ça? En tout cas, si si les États ou les industriels devaient payer pour les situations telles que celle-ci qu'ils causent, ça serait peut-être que ça les dissuaderait de continuer à... C'est un peu naïf ce que je dis, mais que ça les dissuaderait de continuer à faire ce genre de choses, parce que finalement, qui prend en charge les réfugiés? Ce sont que des assos pratiquement. Donc, alors que il faut chercher la cause, et la cause, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est toujours pour des intérêts politiques, économiques, qu'on en arrive à des situations comme ça, ou par le réchauffement climatique, mais là encore, c'est donc pour des situations économiques, donc des industriels qui... Voilà, et puis nous tous, les citoyens, on a tous une responsabilité, parce que à chaque fois qu'on ouvre son porte-monnaie, on vote, c'est un vote bien plus puissant et bien plus important, avec beaucoup plus de conséquences qu'un vote quand on va une fois tous les 5 ans mettre un bulletin de vote dans l'urne. Donc je pense qu'à chaque fois qu'on ouvre son porte-monnaie, on devrait se dire qu'est-ce qu'il y a eu avant, qui a fabriqué cet objet, avec quoi il a été fabriqué, où on est allé chercher les matières premières pour le fabriquer, d'où il vient, qu'est-ce que je vais en faire, dans combien de temps je vais le jeter, une fois que je l'aurai jeté, où est-ce qu'il va aller, est-ce que j'en ai vraiment besoin finalement, est-ce que ça va me rendre plus heureux, voilà. Alors là, c'est des actions typiquement de membres de Greenpeace qui défendent... Mais alors j'ai posé la question à Nikos justement hier, je lui ai dit mais est-ce que la police grecque vous embête comme la police française embête les gens qui aident les réfugiés, parce qu'en France on les met carrément, on voudrait les mettre en tôle carrément. Il me disait que bon, avec Médecins sans frontières ils avaient eu les portes ouvertes, mais enfin que c'était pas simple non plus pour eux, pour Greenpeace Grèce, d'agir. La police ne leur facilite pas le travail, mais en France, elle les empêche. Alors, comment ça se passe? Mais mais moi je voudrais juste revenir sur sur une info que j'ai entendue, quelque chose qui m'a vraiment frappé. Il y aurait une association ou des associations qui lèveraient des fonds justement pour empêcher les gens de débarquer et les repousser à la mer vers je ne sais où. Mais comment peut-on tolérer ça? Et alors il y a bien des gouvernements ou qui laissent faire, quoi. Mais c'est terrible, quoi. Oui, alors ça s'est passé à Lampedusa justement, et la maire de Lampedusa, qui a été proposée pour le prix Nobel de la paix, n'est plus maire de Lampedusa parce qu'elle vient de perdre les élections. D'accord. Elle qui avait organisé justement l'accueil dans cette petite île, la population a été... Elle cautionnait ça? Non seulement elle cautionnait, elle l'organisait. Elle l'organisait. Et elle était en cheville avec la maire de Barcelone qui demandait justement qu'on lui envoie des réfugiés à Barcelone. On lui en a envoyé très peu parce qu'on a fait obstacle à tout ça. Bon, ces deux femmes très courageuses, enfin heureusement que la maire de Barcelone l'est toujours, et la maire de Lampedusa vient de perdre les élections, je l'ai appris la semaine dernière ou quelque chose comme ça. C'est triste de savoir que tous ces réfugiés, non seulement ne peuvent pas être aidés, mais qu'en plus, tout le monde se les rejette les uns aux autres. Ouais, non, mais c'est... Alors, autre question peut-être, parce que pour justifier justement l'armement, pour justifier les guerres, on nous crée des ennemis, on nous fait des menaces terroristes qui menaceraient toute notre civilisation. Qu'est-ce que vous en pensez de cet état d'urgence qui existe, cette militarisation de la France aujourd'hui ? L'état d'urgence, il a été mis en place avec les premiers attentats, mais j'ai l'impression qu'actuellement, il est plus au goût du jour, quoi. Ça sert à rien, quoi. C'est un moyen, je pense, utilisé par notre gouvernement pour nous priver de plus en plus de nos libertés, pour nous retirer du droit et pour que la population soit de plus en plus
à la merci et surveillés. Et moi, je vois ça un peu comme ça, quoi. C'est quelque chose de très très pervers, quoi. On a utilisé les attentats pour nous priver de nos libertés et pour voilà. C'est quelque chose de bien pratique pour dissuader justement les gens comme nous d'agir, de continuer à agir, les empêcheurs de tourner en rond, les garde-fous dans cette société, les contre-pouvoirs, de continuer à faire ce qu'ils font. Et comment on peut le dénoncer, ça ? Parce que, bon, on a des écrits, on a des émissions de radio, il y a des actions qui sont faites justement par Greenpeace, mais comment agir ? On a beaucoup de difficultés pour s'attaquer à ces problèmes-là. J'en sais rien, je ne sais pas comment on pourrait l'empêcher. Parce que Greenpeace, justement, En le dénonçant, Alors, Jean-François me disait que justement, en Espagne, par exemple, Greenpeace Espagne vient de développer s'opposer à la vente d'armes légères à l'Arabie Saoudite, puisque ces armes légères sont utilisées maintenant, par exemple, au Yémen. Bon, mais nous, on ne vend pas que des armes légères, on vend des avions, on vend du lourd. Voilà. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire justement pour le désarmement en France ? Vous avez des idées ? C'est difficile, il faut se... Ouais, non, c'est très très difficile. Non, moi j'ai pas de... Comme ça, là, brûle pour point, j'ai pas d'idées qui me viennent. Mais vous pensez qu'il faut le faire ? Ah bah évidemment, oui. Ah bah non, mais je sais pas, on est numéro 3 en ce moment au niveau des ventes mondiales, hein, il me semble. Hein. Oui, et puis de toute façon, tous les gouvernements, qu'ils soient de droite ou de gauche, c'est vraiment un point d'orgue, quoi. Vendre des armes, c'est notre technologie, quoi. Maintenant, c'est nos technologies, c'est les armes, le nucléaire, c'est que des trucs comme ça, quoi. On n'a plus d'industrie, et j'ai l'impression que voilà, c'est tout ce qu'il nous reste, quoi. On n'a plus de musiciens, on n'a plus d'écrivains. Fort heureusement, on a encore une culture qui est très très riche, mais là c'est pas le domaine qui est abordé. Et puis I'm rolling, I'm rolling, I'm rolling through the sun-friendly world. I'm rolling, I'm rolling through the sun-friendly world. I'm rolling, I'm rolling, I'm rolling through the sun-friendly world. I'm rolling, I'm rolling through the sun-friendly world. Oh, Mother, won't you help me? Oh, Mother, won't you help me to pray? Oh, Mother, won't you help me? Won't you help me in the service of the Lord? I'm rolling, I'm rolling, I'm rolling through the sun-friendly world. I'm rolling through the sun-friendly world. Oh, Father, won't you help me? Oh, Father, won't you help me to pray? Oh, Father, won't you help me? Won't you help me in the service of the Lord? I'm rolling, I'm rolling, I'm rolling through the sun-friendly world. I'm rolling through the sun-friendly world. I'm rolling, I'm rolling, I'm rolling through the sun-friendly world. I'm rolling through the sun-friendly world. Merci d'être à l'écoute de l'émission Civis Pacem de l'Union pacifiste sur Radio Libertaire. Vous venez d'entendre une nouvelle chanson extraite de l'album Moonshine Session qui a été offert par Philippe Solal à Greenpeace et nous poursuivons toujours la diffusion des enregistrements que nous avons faits avec des membres de Greenpeace France au Summer Camp de Greenpeace qui s'est tenu au mois de juillet 2017 à l'île d'Oléron et nous parlons toujours de pacifisme et d'écologie. Alors, je m'appelle Martial. Depuis quand je milite dans Greenpeace, pas mal d'années, j'ai arrêté de faire le compte.
Et actuellement, je suis le trésorier de Greenpeace France. Voilà, je vérifie l'intégrité, qu'on est dans la bonne voie par rapport à ce qui a été annoncé. Un travail qui n'est pas très compliqué parce que pour l'instant, ça fonctionne bien. Mais c'est un gros budget Greenpeace France, maintenant, par rapport à une certaine époque. Oui, c'est un budget qui a sensiblement augmenté, doublé quasiment en 6-7 ans. Donc ça fonctionne bien, ce qui permet de mettre sur les rails de nouveaux projets, de consolider ceux qui existent déjà, d'examiner un certain nombre de nouvelles pistes plus modernes. Ouais, ça va. Alors, justement, puisque Greenpeace a quand même un budget maintenant intéressant dont il peut disposer, j'ai appris par le président de Greenpeace maintenant qu'il y a un plan à 3 ans où on va reparler à Greenpeace, plus qu'avant, du désarmement, du pacifisme. Est-ce que toi, en tant que justement trésorier de Greenpeace, mais enfin plutôt aussi militant, tu trouves ça bien ? Alors oui, ça va plutôt être en tant que militant, parce qu'en tant que trésorier, comme je le disais à l'instant, mon rôle, c'est pas d'orienter, on va dire, le budget vers des activités qui n'ont pas été définies au préalable par tout le processus de décision au sein de Greenpeace, l'ensemble, y compris en intégrant Greenpeace International. En revanche, sur des questions comme le pacifisme, qui est lié à la question de la paix, bien sûr, hein, et donc à l'origine, à la racine de Greenpeace, ce sont des axes tout à fait importants, comme le sont d'ailleurs d'autres axes qui mènent à penser que l'écologie ou d'autres thèmes, tu vois, ne peuvent plus évoluer seuls. Qu'il y a une convergence des problématiques, des questionnements, des luttes, de la vision, voilà. Donc forcément, il faut que les choses... Alors ça se fera certainement relativement lentement, parce que dans le monde associatif, comme dans d'autres sphères, d'autres communautés, le cloisonnement a joué son rôle, et aujourd'hui il faut prendre un petit peu sa petite pioche et décloisonner sans faire, en faisant j'imagine, attention que l'édifice ne s'effondre pas ou ne se fissure pas, quoi. Et alors tu vois vraiment un lien entre l'écologie et le pacifisme. Est-ce qu'on peut être écologiste sans être pacifiste, ou est-ce qu'on peut être pacifiste sans être écologiste ? Oui, je vois que les questions s'affinent. À vrai dire, je ne me suis pas franchement posé la question si on peut l'être. Je pense que oui, puisque jusqu'à présent, il y a un certain nombre quand même d'organisations. Alors peut-être qu'après, il y a une question d'éveil des consciences pour se dire, mais finalement, c'est quand même du pacifisme, votre action purement écologique jusqu'à présent. Voilà, ça, un peu difficile d'aller plus loin que ça en termes de réflexion. Et alors toi, le pacifisme, est-ce que tu imagines que ça puisse aller jusqu'à l'antimilitarisme ? Ah oui, c'est un peu... On rentre dans la technique quand même, pour moi. Autrement, Je sais que tu en as déjà parlé, Bernard, mais effectivement, j'ai pas encore réussi à établir où se trouvent les frontières éventuelles, quoi. Alors pour l'Union pacifiste, aussi notre association donc qui fait cette émission sur Radio Libertaire, nous sommes des pacifistes intégraux, c'est-à-dire qu'on dit, par exemple, il ne peut pas y avoir de pacifisme sans antimilitarisme, c'est-à-dire que si on ne supprime pas l'armée, on n'arrivera jamais au pacifisme. Donc tant qu'il y aura des armées, il n'y aura pas de pacifisme. Est-ce que c'est une pensée qui peut être chez les gens de Greenpeace, comme toi ou d'autres ? Je pense que c'est encore assez éloigné, je pense. À mon avis. Parce que, d'une part, et ça contredit un petit peu ce que je disais tout à l'heure, mais en même temps, on est comme ça, quoi. Hein. C'est-à-dire, toi et moi, on tient debout tout simplement parce que d'un côté, il y a la pesanteur et de l'autre côté, il y a la réaction du sol, quoi. Donc, sinon, on tombe. Enfin, je sais pas quoi, mais on tient plus debout, quoi. Donc, il y a des tensions, forcément, qui existent, qui permettent... et je pense que c'est pareil au niveau de Greenpeace, comme d'autres associations, et que ce que je disais tout à l'heure, qui consiste à décloisonner un petit peu, la tension, c'est que
il faut aussi essayer d'être efficace. Et pour être Oui. efficace, il faut un petit peu visualiser la cible. Et quand tu visualises la cible, c'est comme dans un objectif, tu réduis un petit peu le champ de vision, quoi. Donc, je crois qu'on est encore dans ce schéma-là, tu vois. Tout tu l'as vu au cours des débats, un tas de gens se disent il faut aussi élargir le champ de vision. Donc c'est à ce moment-là où les différents champs se rencontrent et peuvent trouver à matcher. Mais je crois qu'on en est encore un petit peu loin. Alors, la cible pour le désarmement en France, c'est essentiellement Dassault, Airbus, Lagardère. Ouais. C'est des grosses cibles, là. Alors Lagardère, ils font plus que du journal, de la télévision et du livre maintenant. Ils ont vendu ADS ce qu'ils avaient comme part. Ouais. C'est plus à eux maintenant. Lagardère. Voilà, ex-Lagardère. Ex-Lagardère, c'est le papa. Et le fiston, il a mis un peu de temps. Enfin, il a mis un peu de temps. Sans doute qu'il a voulu vendre ses actions de meilleur prix. Oui. Voilà, il va être payé pour ça, en fait. Mais ce sont quand même des cibles importantes pour Greenpeace. Est-ce que tu penses que Greenpeace peut s'attaquer à ce type de cible, notamment pour le désarmement? Parce qu'on est quand même des fournisseurs d'armes importants dans le monde. Ouais, bah tu vois, là, si tu prends des exemples d'entreprises, je crois pas pour l'instant, tu vois. Par rapport, tu vois, aux priorités qui ont été fixées. Sachant qu'après, des boîtes comme ça, tu prends Airbus, groupe, juridiquement, c'est pas une entreprise française, c'est une entreprise néerlandaise. Alors c'est vrai qu'il y a des sites à Toulouse, trucs comme ça. Après, parce que c'est ça aussi, hein, intégrer dans les objectifs. Donc ils font pas de pesticides, ils interviennent sur le climat, mais c'est pas les avions, c'est plutôt les transporteurs qui seraient plutôt comme Air France, tu vois. Pareil pour Dassault, quoi. Tu vois, c'est pas. Mais est-ce que tu penses justement qu'au niveau des activités militaires qui sont toujours sorties des discussions sur le climat, comme la COP21, on ne parle pas de la pollution provoquée par les militaires, ça c'est toujours sorti des discussions internationales. Est-ce qu'il faudrait les remettre dans les discussions internationales parce que les dégâts provoqués sur les terrains, quand on coule des navires, quand on veut se débarrasser d'armes et qu'on les jette, quand on déforeste des pays entiers, il y a de grosses pollutions provoquées par l'armée, par toutes les armées du monde d'ailleurs. Oui, je pense aussi, oui, effectivement, il n'y a pas de raison d'exclure des groupes de population, parce que, en l'occurrence, je pense parce que, et c'est sans doute là qu'il y a un boulot à faire, c'est parce que dans l'esprit, on pense pas à pollution, tu vois. Hein, même quand on parle des munitions à uranium, tu vois, appauvries, ça passe un peu au second plan. Il faut reconnaître aussi qu'il y a des choses qui se passent, etc., qui passent sur les radios, les télévisions, où on pense plus directement, etc. Et c'est certainement l'un des enjeux comme je le disais tout à l'heure, à ouvrir le champ de vision, avec évidemment la difficulté de passer d'un champ à l'autre et de s'épuiser finalement un peu. Alors toi qui t'intéresses justement et qui suis ça de près, notamment le budget de Greenpeace, est-ce que tu penses que Greenpeace a des moyens suffisants pour traiter cette campagne en plus des autres campagnes? Si on prend par exemple le budget d'aujourd'hui, il a été, si tu veux, tu as toujours un matchage entre le plan des actions, et après, la question qui se pose, c'est, il y a deux questions qui se posent, c'est, un, est-ce qu'on a les moyens pour mener ces actions, et deux, si on les a pas, comment on fait pour les obtenir. Voilà. Donc, ça commence par le projet, tu vois. Après, toute la question, c'est de savoir comment, justement, si on intègre de nouvelles dimensions, comment on va aller chercher les ressources supplémentaires. Voilà. Donc, je pense que la question consiste à se dire, est-ce qu'on a les moyens de le faire? C'est plus une question, est-ce qu'on a envie d'avoir les moyens de le faire, en fait, la question. Voilà. Et donc, est-ce qu'on a envie d'avoir... Parce que je crois que aujourd'hui, en tout cas en ce qui concerne Greenpeace France, il n'y a pas trop de difficultés pour aller chercher les ressources nécessaires aux programmes qui ont été définis au préalable. Voilà. Donc après,
un programme, ça se définit pas la veille, quoi, du moment où donc il y a tout un travail, parce qu'il y a aussi beaucoup d'allers-retours. Il y a aussi malheureusement un certain nombre d'arbitrages. C'est-à-dire que, à un moment des discussions, tu vois, comme dans tout budget, hein, la somme de toutes les demandes des chefs de projet ou des gens qui ont des budgets à gérer, est supérieure à ce qui est attendu. Pardon. Donc, alors, il y a forcément ce qu'il faut savoir, ce que je rappelle là pour les auditeurs de Civis Pacem, c'est que Greenpeace est entièrement financé par les donateurs, les contributeurs, pas du tout par les entreprises, pas du tout par tout ce qui est État, rien du tout. Donc il faut convaincre le public de pouvoir soutenir une campagne. L'antimilitarisme, le pacifisme en France, c'est une campagne qui est très difficile à mener, étant donné que les Français sont très militaristes, qu'ils aiment beaucoup leur armée. Comment faire, justement est-ce qu'il est possible d'obtenir des financements sur une campagne d'une telle importance, par exemple pour le désarmement ? Je crois que dès lors où tu as convaincu que le projet est un projet global qui s'intègre dans des préoccupations assez précises des personnes qui se disent oui, je vais contribuer à ce projet, la question ne se pose plus, tu vois. C'est quelque chose. Après, ce sont des arbitrages internes. Il n'y a pas un donateur qui dit tiens, moi je donne 50 euros ou 100 euros. Il y en a 12% qui vont aller sur ce projet-là, 14% sur tel autre projet. Tu vois. Pardon. Ça va être quelque chose de globalement, avec l'affichage d'un certain nombre de résultats. Parce que finalement, les gens se disent mon argent, est-ce qu'il sert à quelque chose ou pas ? Donc voilà. Donc tu vois, je suis pas très sûr que ce soit vraiment une problématique ça à un niveau. Bon, alors donc on a bon espoir. Oui, tout à fait. Merci. You're always alone with your pain. Child or grown up, there's no friend. Tears of lovers making rain. You're on your own when you're in pain. Solitude has no end. A love affair is not a game. No, how can I be just a friend? You're all alone when you're in pain. Suffering fills up this place. Reality's an invisible jail. Could be your dog, could be your slave.
rapport à Greenpeace, je suis militant et activiste, oui. C'est une très bonne nouvelle, le pacifisme à Greenpeace, c'était fondateur, puisque c'est pour cette raison que l'asso s'est créée pour contrer l'essai nucléaire aux îles Amchitka. C'était en 71. Et c'était une valeur qui était un petit peu un peu dormante depuis quelques années, et c'est une excellente nouvelle de voir cette valeur remise un petit peu au-dessus de la pile. Et alors toi, tu as quel âge ? Moi, j'ai 42 ans. Est-ce que tu te sens concerné par ces histoires de pacifisme ? Est-ce que tu as l'impression qu'actuellement il y a des menaces, soit en France, soit dans le monde ? Oui, complètement, parce que je pense que les gens commencent à prendre conscience que le partage des ressources, ça met en jeu des flux migratoires, et ça engendre des flux migratoires, le fait qu'il y ait plus un climat favorable pour les cultures dans certains pays, ça fait un certain nombre ça crée un certain nombre de mouvements qui font que il risque d'y avoir des frictions entre les peuples, et si on veut conserver, avoir de la paix, je pense qu'il faut faire en sorte que les gens soient heureux chez eux, quoi. La vente des armes, tu sens que tu es d'accord pour le condamner ? Ah oui, ça me parle. Je crois savoir que c'était 16 milliards de chiffre d'affaires en 2016, quelque chose comme ça. Et surtout, d'un point de vue politique, c'est quand même assez aberrant de voir qu'on se pose la France se pose comme un pays, très très au premier plan au niveau des valeurs humaines et pacifistes, et en fait effectivement il y a une grosse contradiction, puisque ça ne nous empêche pas de vendre aux Émirats arabes, à l'Arabie saoudite, qui par ailleurs probablement finance aussi des groupes terroristes. Donc par exemple, moi, pour lutter contre le terrorisme en France, plutôt que d'imposer un état d'urgence, si on pouvait déjà arrêter de vendre des armes en dehors de nos frontières, même à l'intérieur de nos frontières, ce serait une bonne chose. Je pense que ce serait plus efficace que d'enlever des libertés aux Français, quoi. Après Antoine, militant de Greenpeace France, vous allez entendre Nicolas. Je l'ai enregistré aussi au Summer Camp de Greenpeace France, qui s'est tenu, je le rappelle, au mois de juillet 2017 à l'île de Léron. Donc Nicolas, je suis activiste et je suis un ancien coordinateur du groupe local d'Angers. Tu as quel âge ? 31. Est-ce que tu te sens concerné ? Est-ce que tu te sens menacé par la violence dans le monde ou même en France ? En tout cas, j'en ai pas peur. Je continue mon petit bonhomme de chemin, je voyage toujours autant. Faut pas justement avoir peur de ça, sinon ils ont gagné. Et alors, comment tu vois ce que pourrait faire Greenpeace, justement, parce qu'on veut relancer la campagne par exemple désarmement. Désarmement, est-ce que ça te semble important ? Oui. Après, comment faire, j'en ai pas la moindre idée. Tu as appris quand même que l'année dernière, la France avait vendu beaucoup d'armements, que la France s'était beaucoup enrichie avec les ventes d'armes. Il y a aussi de la fabrication d'armes lourdes en France. Mais le gouvernement français a tellement de contrats avec l'Arabie Saoudite, le Qatar, le Yémen et énormément d'autres pays, qu'il me semble difficile en tout cas de le stopper, parce que c'est une ressource énorme pour l'État français. Tuer, ça rapporte de l'argent à l'heure actuelle. Tu as l'impression que les guerres apportent de l'argent ? À certaines personnes en tout cas. Dassault, Lagardère et d'autres, quoi. Et oui, tuer rapporte de l'argent. C'est un énorme marché. Et alors comment tu sens par exemple la possibilité pour une association comme Greenpeace, qui est quand même internationale, de pouvoir jouer sur justement ces fournisseurs d'armes, ces fabricants d'armes ? Très compliqué, mais on le fait avec des grosses multinationales comme Total ou d'autres. Donc je pense qu'on peut y arriver, mais après c'est tout un contexte géopolitique à changer. Alors comme activiste, c'est un gros client, on peut dire l'armée en France, c'est un gros client. Tu te sens pas petit par rapport à ce client ?
Non, parce que ils sont peu et nous sommes très nombreux. Donc je pense que les citoyens n'ont pas compris leur véritable force. Mais comme tout combat, hein, ils sont très peu à détenir l'argent, ils sont très peu à détenir le pouvoir, et pourtant on est 65 millions, Oui, maintenant, un peu plus de 65 millions. C'est regrettable que chaque personne ne puisse pas prendre conscience de ça en tout cas. On a une force énorme. Hein. Est-ce que tu penses qu'il est facile de convaincre justement les gens sur ce thème du pacifisme? Parce que, par exemple, nous, à l'Union pacifiste, dans une association, une petite association, on a beaucoup de mal à faire passer ces idées que le pacifisme est un sujet important à essayer de développer, à en faire prendre conscience aux jeunes actuellement. C'est un sujet qui est très difficile à passer. Comment tu l'expliquerais, ça? Les gens peuvent le comprendre, mais je pense qu'ils sont dans une telle situation de précarité que c'est pas leur première source de combat. À l'heure actuelle, les gens qui sont en précarité, ils n'ont pas de projection, c'est au jour le jour et on essaye de survivre. Donc le pacifisme, l'environnement, c'est au-delà de leurs préoccupations primaires, c'est-à-dire bouffer, se loger et puis s'habiller en tout cas. Alors, l'état d'urgence qui risque de bloquer un peu quelques actions, ou d'au moins les surveiller, les empêcher. Cet état d'urgence qui risque de se pérenniser actuellement, puisque c'est là le projet. Tu sais que le président Macron, sa première visite a été au Mali auprès des troupes françaises. Aujourd'hui encore, il est au Mali, à Bamako, pour soutenir le président malien dans ses efforts contre soi-disant un terrorisme du Sahel. Cet état d'urgence, est-ce que tu crois qu'il est important, nécessaire, qui t'empêchera de travailler? Oui. Ah bah oui, parce que c'est une privation de liberté individuelle et collective. De marquer l'état d'urgence dans le droit commun, c'est une erreur monumentale. À l'heure actuelle, il est extrêmement difficile de détenir des informations dans un fichier notamment. Moi je l'ai fait à titre personnel, j'ai fait 3 procédures auprès du Conseil d'État, une procédure auprès du tribunal administratif contre le ministère de l'Intérieur et le ministère de la Défense. Et d'être aussi fliqué comme ça et de ne pas savoir ce qu'il y a dans ces fichiers-là, c'est extrêmement grave. En tant que citoyen contribuable électeur, il me semble pertinent et important d'avoir accès à ces fichiers-là. Comment tu as découvert ces fichiers? Il y en a de plus en plus, il y en a plus de 100 notamment au ministère de l'Environnement, enfin ministère de l'Intérieur et puis de la Défense. Donc tout citoyen qui fait un acte politique, la gestion de la cité par tous et pour tous, comme je le répétais hier, tout acte est politique et nous en tant qu'activistes c'est un acte politique de désobéissance civile, pacifiste, non violent, mais nous sommes fichés parce que nous essayons de faire passer l'intérêt général et collectif en amont. Et est-ce que tu penses que ça peut t'empêcher quand même de faire des actions, notamment avec Greenpeace ou avec d'autres associations, ou est-ce que tu trouveras quand même d'autres solutions pour le faire malgré l'état d'urgence? On continuera toujours à faire ces actions-là. Je pense que si on commence à avoir peur et à se dire non, on va pas le faire parce qu'il y a des risques comme ça, on n'arrivera à rien. Donc il y a un moment, il faut passer outre et l'intérêt individuel, il est bien en deçà de l'intérêt collectif et général. Past the time we up and late, all this concrete and the steel, be where my mind can really breathe, be where my heart can really feel. Take me to the mountains, you can take me to the hills. The city's dying by the day, and you know it always will. Mama, I wanna
tired, uninspired, and the country isn't all that far. Mon nom c'est Christophe Dangean. Je suis entré à Greenpeace en 99 comme activiste pour renforcer l'équipe Grimpe. Et puis ensuite, je me suis vu attribuer un rôle de coordination sur les actions. Et puis enfin, j'ai jusqu'en 2012 dirigé le département Action et Mobilisation. Donc des activistes et des bénévoles dans les groupes locaux, les 28 groupes locaux de France. Alors, parmi ces actions, parlons on va parler du pacifisme, bien sûr, puisqu'on est sur l'émission de l'Union pacifiste. Parmi ces actions, il y avait des actions antimilitaristes et des actions contre le nucléaire, civil et militaire. Je crois qu'à un moment donné, Greenpeace a beaucoup travaillé sur cette question. Oui, notamment entre à peu près 2003 et 2007, où on avait une campagne sur le M51. C'était le renouvellement donc, de la force de frappe missile français, parce que les M45 commençaient à dater un peu. Donc le gouvernement français avait décidé d'allouer des sommes colossales au redesign de ce missile de longue portée. Et c'est vrai on était intervenu, notamment à Biscarrosse, et on devait également intervenir dans d'autres cadres plus cérémonieux, je dirais, pour dénoncer ces choix de société qui ne correspondaient pas du tout aux valeurs de Greenpeace et qui correspondent d'ailleurs pas du tout aujourd'hui non plus. Et alors pourquoi ça a été suspendu, ça a été arrêté? Parce qu'il y avait d'autres priorités? En 2007, Greenpeace Global a fait le choix de vraiment se concentrer sur la question climatique. Et malheureusement, on n'avait plus les ressources à l'époque, ni humaines ni financières, pour suivre l'ensemble des axes de campagne qui étaient présents à l'époque dans le volant de campagne qu'on avait. Et du coup, on a dû laisser tomber effectivement l'axe militaire nucléaire, pensant qu'il fallait vraiment se concentrer sur les questions énergie, efficacité énergétique et surtout sensibilisation du public au changement climatique, qui était un enjeu qui dépassait celui du risque nucléaire. Alors je ne sais pas si c'est à tort ou à raison. La conclusion est qu'on a moins d'expertise aujourd'hui, on travaille moins sur la question du nucléaire militaire. Et je pense qu'il va falloir vraiment s'y remettre, dans le sens où aujourd'hui le contexte international montre que on a des opportunités de se réinsérer dans le BAL. On sait aujourd'hui qu'il y a la problématique avec la Corée du Nord, la problématique avec l'opposition russo-américaine. On a une carte des équilibres mondiaux qui, au niveau géopolitique, est en train d'évoluer pas forcément dans le bon sens. Alors il y a un plan justement de Greenpeace France, justement à revenir sur le désarmement. Est-ce que tu penses que ça va aider justement à reprendre ces campagnes ou à en développer d'autres? Honnêtement, je n'ai pas la connaissance aujourd'hui pour me positionner sur ce sujet. J'ai pas de vision, j'ai pas de visibilité sur les choix de Greenpeace au niveau stratégique global sur cet axe. Mais est-ce que toi, tu penses quand même que le pacifisme à Greenpeace doit être plus développé que ce qu'il a été jusqu'à présent? Le pacifisme à Greenpeace fait partie de notre ADN. C'est la première action qu'on ait menée, c'est donc sur des essais nucléaires militaires. Donc je pense que ça a été un fondateur chez Greenpeace. Et je pense pas qu'aujourd'hui on puisse complètement s'en détacher. D'une part parce que c'est dans notre ADN, et d'autre part parce que c'est une préoccupation mondiale qui aujourd'hui devrait concentrer beaucoup plus d'efforts de la part des ONG. Alors, on a parlé du nucléaire, mais il y a d'autres armes. Est-ce que pour le désarmement, par exemple, Jean-François m'a parlé de Greenpeace Espagne qui essaie de faire des actions contre les armes légères qui sont envoyées en Arabie Saoudite pour servir au Yémen. Est-ce que ce type d'action, par exemple en France, où on a quand même des fournisseurs d'armes assez puissants, serait à réactiver? Je pense qu'il n'y aura pas d'action sans campagne.
Aujourd'hui, la priorisation des campagnes de Greenpeace fait que de toute façon, on n'est pas encore dans quelque chose qui est hyper structuré. Ça reste au niveau d'idées, au niveau du projet. Et il faut qu'on arrive à avancer d'un cran dans la planification de ce qu'on peut faire, les moyens, les ressources qu'on peut y allouer, de façon à savoir si des actions seront présentes dans ces plans de campagne. Alors une dernière question à titre personnel, l'état d'urgence. En France, on nous fabrique bien sûr des ennemis pour justifier toutes sortes de militarisation de la société. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de l'état d'urgence ? L'état d'urgence, c'est un moyen pour l'État, encore une fois, de renforcer son contrôle sur la population et de détourner le cadre légal sur les droits humains et d'autres composantes. Donc je pense que évidemment c'est préjudiciable à l'état de droit, c'est préjudiciable à la question de la démocratie, et encore une fois on va nous faire avaler une couleuvre en nous disant que c'est pour des raisons sécuritaires et pour le bien du peuple qu'on le contrôle et qu'on le cadre de plus en plus. Alors toi qui as organisé, qui as coordonné pas mal d'actions, est-ce que tu penses que ça risque de freiner des actions de Greenpeace ? Je pense qu'au contraire, ça peut en générer un peu plus, puisque on doit s'opposer systématiquement à ce genre de choses. Après, il n'est pas Greenpeace est une organisation globale qui n'est pas destinée à adresser des problèmes locaux tels que des systèmes mis en place pour freiner par exemple le militantisme ou autre. C'est-à-dire qu'il faut qu'on arrive à travailler de façon transversale avec d'autres organisations pour faire entendre notre voix dans ce cadre. Et effectivement, on n'a pas de raison aujourd'hui d'être leader sur la question. Mais vous pouvez appuyer certaines actions qui sont prises par d'autres associations, c'est ça ? Je pense qu'aujourd'hui, toutes les options sont ouvertes. Après, il faut qu'il y ait vraiment une dynamique pour qu'on puisse y gagner quelque chose. Je ne sais pas si c'est le cas aujourd'hui. Encore une fois, je n'ai pas d'expertise à ce niveau-là. Pour conclure cette émission sur le thème écologie et pacifisme qui a été enregistrée au Summer Camp de Greenpeace France à l'île d'Oléron en juillet 2017. Je tiens à remercier ceux qui ont répondu à quelques questions. Simon, Vanessa, Myrène, Philippe, Martial, Antoine, Nicolas et Christophe. Malheureusement, je n'ai pas pu mettre tous les enregistrements dans cette émission, manque de place, mais nous reviendrons sur ce sujet qui est de plus en plus d'actualité avec la multiplication des conflits à travers le monde. Si vous voulez avoir plus d'informations sur les ateliers et les débats qui se sont tenus d'ailleurs à l'île d'Oléron, je vous invite à consulter le site de Greenpeace France. Vous y trouverez des précisions sur les campagnes agriculture, climat, forêt, élevage qui ont été traitées d'ailleurs là-bas, et aussi un compte-rendu, je pense, bientôt sur le sujet Arctique, pétrole et gaz, où en est-on ? Un atelier qui a été brillamment animé par François Catzefis. Nous souhaitons que le projet de campagne de Greenpeace France sur le pacifisme se réalise rapidement. L'Union pacifiste est toujours prête à encourager et soutenir les actions pour le pacifisme entreprises par des associations qui ne sont bien sûr pas toutes aussi radicales que nous. Alors un dernier mot pour signaler les photos du Summer-Camp prises par Aude Labrosse qui sont publiées sur son site. Son site s'appelle, vous allez le retrouver facilement sur internet, unpeuplusloin.fr. unpeuplusloin.fr. Et enfin, un grand merci à Philippe Solal pour les musiques de son album Moonshine Session. Et je vous dis maintenant au revoir et à la semaine prochaine pour une nouvelle émission de Civis Pacem.